le mont Everest. Rien que le nom, ça évoque la grandeur, l'exploit, la gloire. Mais derrière cette image se cache une réalité bien plus sombre, bien plus brutale. L'Everest, ce n'est pas juste une montagne. C'est une arène où l'ambition humaine se confronte à la mort et où chaque décision peut être la dernière. On va voir ensemble ce qui se passe quand le rêve se heurte aux lois impitoyables de ce qu'on appelle la zone de la mort. Il faut bien comprendre. Au-delà de 8000 mètres d'altitude, le corps humain ne peut plus s'acclimater. En fait, à chaque seconde qui passe, il est tout simplement en train de mourir. Le cerveau manque d'oxygène, le jugement s'altère, et c'est précisément dans cet état critique que des choix de vie ou de mort doivent être faits. Pour commencer, revenons en 1996. Cette année-là, c'est un tournant tragique. C'est le moment où la commercialisation à outrance de l'Everest a percuté un mur, révélant au monde entier les dangers mortels de cette nouvelle course vers le sommet. Et attention, les protagonistes de ce drame n'étaient pas des débutants, loin de là. Rob Hall et Scott Fischer, qui dirigeaient les deux plus grosses expéditions commerciales, étaient de véritables légendes de l'alpinisme. Mais voilà, même leur immense expérience n'a pas suffi à les sauver, ni eux, ni plusieurs de leurs clients. Ce jour-là, la tempête n'a pas été la seule responsable. C'est toute une série d'erreurs humaines qui a pavé la voie au désastre. Des retards pour installer les cordes fixes ont créé des embouteillages. Oui, des embouteillages mortels à plus de 8000 mètres. Puis, la règle d'or, celle qui dit de faire demi-tour à 14 heures quoi qu'il arrive, a été complètement ignorée. La fameuse fièvre du sommet a tout balayé. Le dernier grimpeur atteint le sommet à presque 16 heures. À cette altitude, c'est de la folie pure. La tempête, elle, n'a été que le coup de grâce. Au cœur de cette catastrophe, il y a le choix de Rob Hall, un guide exceptionnel, qui a pris la décision de rester auprès de son client en difficulté, Doug Hansen, au lieu de redescendre pour sauver sa propre peau. Son dernier appel radio, absolument poignant, à sa femme enceinte restée en Nouvelle-Zélande, est entré dans la légende noire de l'Everest. Et cette tragédie de 1996, elle pose le dilemme central de l'Everest moderne, le sommet ou le sauvetage. Là-haut, la frontière entre l'ambition personnelle et la morale devient terriblement, dangereusement floue. Quand une vie est en jeu, quel est le prix d'un rêve? C'est une question qui hante les pentes de la montagne. Et les histoires de David Sharp et de Lincoln Hall en sont des exemples frappants et totalement contradictoires. On est en 2006. L'alpiniste britannique David Sharp est retrouvé encore en vie, mais en état d'hypothermie extrême, recroquevillé dans une petite grotte. Il est à l'agonie. La scène est plantée pour ce qui va devenir l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'alpinisme. Le chiffre est juste glaçant. Une quarantaine. Environ 40 alpinistes sont passés devant David Sharp alors qu'il se mourait. La plupart ont continué leur ascension ou leur descente sans lui porter une aide réelle. Et le contraste est saisissant. D'un côté, David Sharp, abandonné à son sort. De l'autre, quelques jours plus tard à peine, Lincoln Hall. Lui aussi est laissé pour mort, mais il est retrouvé par une autre équipe qui, elle, a fait un choix radicalement différent. À seulement quelques heures du sommet, ils ont abandonné leurs rêves, leur ambition, pour sauver une vie. Ce geste a été vu comme un véritable sursaut de conscience pour toute la communauté. Ces choix nous amènent à une question encore plus vaste. Quel est le véritable coût humain de l'Everest? Un coût fait d'actes de sacrifice ultime, mais aussi, parfois, d'une indifférence qui fait froid dans le dos. En 1998, Francis Arcentieff réalise un exploit immense. Elle est la première Américaine à atteindre le sommet sans oxygène. Mais cette performance historique bascule presque aussitôt dans la tragédie. Pendant la descente, épuisée, elle se retrouve séparée de son mari Sergueï. D'autres alpinistes la retrouvent, vivante mais à l'agonie. Ses derniers mots, c'est une supplique déchirante. « Ne me quittez pas ». Incapables de la secourir dans ces conditions extrêmes, ils sont contraints de la laisser. Son corps, figé par le froid, lui vaudra le surnom tragique de la Belle au bois dormant. Et là, il y a le choix de son mari, Sergueï, l'un des actes les plus tragiques de l'histoire de la montagne. Il arrive au camp, sain et sauf, et il réalise que Francis n'est pas revenu. Sans une seconde d'hésitation, il rassemble de l'oxygène, des médicaments, et il repart, seul. Il remonte dans la zone de la mort pour la chercher. C'est un choix qui défie toute logique de survie, un choix dicté par l'amour. Il mourra en essayant de la sauver. C'est dans ce genre de contexte que la mort sur l'Everest se banalise. Et rien ne l'illustre mieux que l'histoire de Green Boots. Pendant près de 20 ans, un corps, reconnaissable à ses chaussures de montagne vertes, a servi de point de repère sur la voie principale, une sorte de borne kilométrique macabre. Un repère macabre, c'est la sombre réalité de l'Everest. Un corps gelé laissé sur la montagne, qui devient une référence pour les autres grimpeurs, leur indiquant leur progression.
On pense aujourd'hui que Green Boots était en fait Tsewang Poljor, un alpiniste indien décédé pendant la tempête de 1996. Mais derrière ce repère, il y a une famille. Son frère, Tinni Palior, a raconté le choc immense qu'il a eu en découvrant que le corps de son frère était devenu une sorte d'attraction. Il a même dû cacher cette horrible vérité à sa mère. Ça en dit long sur le manque de respect et la douleur que cette pratique engendre. Cette indifférence, on la retrouve aussi dans les risques systémiques, notamment pour la communauté Sherpa. Les chiffres sont sans appel. Les Sherpas représentent près d'un tiers des morts sur l'Everest. Pour préparer la voie, ils traversent la dangereuse cascade de glace du Khumbu jusqu'à 20 fois par saison, alors qu'un client ne l'a franchi que 2 fois. En 2014, une seule avalanche à cet endroit a tué 16 guides Sherpas. Ce sont eux qui payent le plus lourd tribut pour les rêves des autres. Finalement, toutes ces histoires nous posent une montagne de questions. L'Everest agit comme un miroir impitoyable, qui révèle la nature humaine quand elle est poussée dans ses derniers retranchements. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un permis d'ascension, ça peut monter jusqu'à 15 000 $. Tenter de récupérer un corps, ça peut coûter entre 30 000 et 70 000 $. Mais le coût ultime, celui qui est irréversible, c'est celui des plus de 330 vies qui ont été perdues sur ces pentes. Et cette histoire n'est pas finie. Tout récemment, en 2024, les restes d'Andrew Irvine, disparus il y a un siècle, en 1924, ont enfin été retrouvés. Un rappel brutal que la montagne conserve ses secrets et ses tragédies pendant des générations. Au final, c'est cette contradiction permanente qui définit l'Everest moderne. C'est devenu une scène où des actes de sacrifice incroyables, comme celui d'un mari pour sa femme, coexistent avec une indifférence choquante, celle qui a condamné David Sharp. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse. Dans la poursuite de nos plus hautes ambitions, de nos rêves les plus fous, que révèle l'Everest sur ce qu'il y a de plus profond en nous ? C'est peut-être ça, le véritable sommet auquel il faut réfléchir.